plus la personne se constitue de patrimoine, plus on espère avoir un apport un petit peu plus suffisant. D'accord, ok. Donc voilà, ça permet à la banque d'être rassurée sur le fait que il y a des assurances qui existent pour ça aussi. Alors je me suis pas penché en Nouvelle-Calédonie, mais dans certains pays, on peut s'assurer pour les revenus locatifs. Ça veut dire qu'il y a une assurance spécifique. Moi-même, je suis assuré pour ça. D'accord, ok. Donc voilà, ça veut dire que si mon locataire paye pas, mon assurance, ou alors change et que j'ai pas trouvé de locataire tout de suite, j'ai la continuité de mes revenus locatifs. J'ai un contrat d'assurance destiné à ça. Ok, donc ça rassure le banquier. Par exemple, en cas d'impayé de loyer, quoi. Exactement. Parce que parfois ça c'est des situations un peu compliquées. Vous êtes propriétaire, il y a le loyer qui rentre pas, vous avez le prêt derrière, quoi. C'est ça. Donc, c'est vraiment un des plus gros risques finalement. C'est un des plus gros risques, oui. Donc 1, 2, 3, après, voilà. Et souvent les locataires ont aussi des droits. Voilà, et c'est pas forcément si évident que ça de se séparer de son locataire. Ouais, tout à fait. Donc voilà. Donc là, il faut essayer de dire, on peut sélectionner au départ. C'est pas interdit de regarder à qui on loue. Bien sûr. Ouais. Donc voilà, souvent c'est un peu le cas. Moi-même, je suis arrivé ici. Pour l'instant, je suis en location. J'ai dû montrer patte blanche. Bien sûr. Est-ce que c'est un CDI les relevés de compte, il faut les voir aussi. Il trouve un peu la relation entre le banquier avant de prêter, exactement. Le loueur et le logeur pour se loger, quoi. Exactement. Donc, chacun prend un risque finalement. C'est ça. Donc oui, alors le fait de faire grossir son patrimoine, c'est un projet que beaucoup de personnes ont, qu'on voit qui est assez développé. La banque n'a pas spécialement de frein. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que si vous avez déjà des revenus locatifs, on ne peut pas compter 100% de ces revenus. Voilà, dans le taux d'endettement, parce que ça reste une location, donc ça veut dire que le locataire peut partir, je peux mettre du temps avant d'en retrouver un autre. Donc la règle qu'on applique, si vous avez par exemple 1000 euros de revenus locatifs, nous on va en compter que 700. Ok. Donc voilà, en 70% exactement du montant. Voilà, c'est ça. Pour ton calcul du taux d'endettement. Voilà. Donc à un moment, si vous avez beaucoup de locatifs, ça fait que des 70% qui se rajoutent. Et ouais. Donc à un moment, il va y avoir peut-être un peu plus d'apport et moins de prêts à faire peut-être après aussi. Et ouais. Donc voilà, parce que ça, sur un bien, ça va pas se sentir beaucoup, mais sur quelqu'un qui a plusieurs biens, la décote de 30% sur une dizaine de locatifs. Multiplié par les 30% par les montants, ça fait peut-être ça peut faire des sommes importantes. L'endettement augmente en flèche. Exactement. Donc voilà. Donc après, c'est sûr qu'on arrive après à un moment où on a accompagné, puis il arrive à un moment où la personne arrive un peu je dis pas à saturation, mais arrive à son point d'équilibre, dans ce qu'elle a la possibilité de faire. Et à certains moments, alors je sais que j'en ai entendu parler, mais la banque peut très bien prendre une partie du patrimoine en sécurité. C'est souvent le cas. C'est assez simple. La banque cherche ce qu'on appelle de la sûreté réelle. Okay. La sûreté réelle, c'est soit... alors ça, c'est assez rare. Soit la personne ça complète l'hypothèque du bien. Non, la sûreté réelle, c'est une hypothèque. Ok. Là, on parle de sûreté réelle, ça, c'en est une. L'hypothèque en est une. D'accord. Donc voilà. En sûreté réelle, on retrouve des choses qui sont simples. La personne, elle aurait tout le cash, donc pour acheter son bien immobilier, mais elle veut pas utiliser son cash, elle préfère le placer. Elle place son cash, j'ai un dépôt à terme, je lui prête. Donc voilà, ça peut avoir des avantages. Ça peut avoir des avantages parce que j'ai pas besoin derrière d'assurance décès invalidité, parce que j'ai du cash. C'est-à-dire que la personne n'a pas besoin de s'assurer pour que je lui prête, puisque j'ai une garantie par ce qu'on appelle un dépôt à terme, un placement. Donc voilà, et elle n'a pas besoin d'hypothèque non plus. Donc ça veut dire qu'elle évite les frais d'hypothèque. C'est ce qu'on appelle de l'avance sur épargne. J'ai des sous, plutôt que d'acheter cash un bien immobilier, je les place à un certain taux. Voilà, et à côté, je fais mon prêt. Donc il est placé et tu n'y touches plus en fait. Il est comme un compte épargne à la banque. Exactement. Qui prête. Voilà, ça c'est ça. Ça parfois, c'est le dépôt à terme. Ouais, voilà. Alors ça peut servir à beaucoup de choses aussi. On parlait de l'immobilier, mais ça peut servir à plein de choses. Quelqu'un qui achèterait une voiture cash, moi par exemple, j'achète pas une voiture cash. Si j'ai les sous, je les place. Puis je fais le prêt, parce que quand le prêt sera fini, j'aurai toujours mes sous.
Et ouais. Vous voyez, c'est ça, c'est dans la gestion de patrimoine aussi. C'est des réflexes que nous, on a appris à faire et qu'on essaye de dire aux clients aussi. Et Donc, en tout cas, le cash est compté comme sûreté réelle parce que c'est un réel placement qui garantit un prêt. D'accord. Donc voilà. Donc ça, c'est bon, mais c'est assez rare. En immobilier, c'est assez rare. Ok, mais c'est bien c'est une astuce, imagine, quand tu es un peu avancé dans. Ah bah bien sûr, ouais. On a des personnes qui arrivent avec du cash. Enfin, moi, je n'ai vu à Maurice dire j'achète la villa cash, j'ai pas besoin de vous. Ouais, c'est ça. Vous avez deux solutions, monsieur. Je place vos sous, je vous prête. Ouais, parce que quand le prêt sera fini, vous aurez la villa, puis après, il restera les sous. Ouais. Et là, plus les sous, finalement, travaillent aussi bien sûr. à un taux. Ah bah oui. Et là, on prêtait moins cher que le taux du. Tu gardes ton levier bancaire, en même temps, tu travailles, tu fais travailler les prêts. Ça, c'est vraiment intéressant. Ouais, ça, c'est plutôt bien. On a tendance à se dire, oui, je mets des sous de côté, puis j'investis. Okay. Parfois, les sous de côté, il faut savoir les protéger. Parce qu'il peut toujours nous arriver quelque chose. Donc voilà. Donc en fait, le métier de banquier, il sert à ça aussi. On l'oublie un peu. Donc, complètement. Voilà. Après, on parlait de sûreté réelle. La première sûreté sur un prêt immobilier, c'est l'hypothèque. Voilà. Ça veut dire que vous ne pouvez pas revendre votre bien tant que le crédit n'est pas remboursé à la banque. Donc voilà, c'est un lien qui se fait directement chez le notaire. C'est un acte notarié. Qui sert à avoir vous n'avez plus la possibilité de vendre votre bien sans avoir remboursé votre crédit. Ouais, c'est ça. Ça sécurise le crédit à 100%. Donc, l'hypothèque, l'équivalent, c'est la caution, un organisme finalement qui a comme on a des organismes de caution. Un garant qui. Exactement. Alors ici en Calédonie, j'ai découvert tout ce qui est CEGC. C'est des organismes qui cautionnent votre prêt. Ça vous coûte un peu moins cher et ça remplace l'hypothèque. Mais c'est une société qui cautionne le prêt. D'accord. Donc voilà, Capignon sur rue, et puis qui dit moi je suis prêt à cautionner le prêt. C'est-à-dire que si un jour la personne ne rembourse pas son prêt, nous on se retourne vers cette société de caution. Voilà, et on sait que le remboursement du prêt sera assuré. Ils ont des critères d'éligibilité. Il faut avoir un taux d'endettement qui reste dans les normes. D'accord. Donc elle est plutôt aux alentours de 30%. Okay. S'il y a un peu d'apport et tout ça, ils préfèrent aussi. Donc voilà. Oui, donc on retrouve un peu les critères. Voilà, c'est ça. Mais nous, on fait la demande en priorité sur ces sociétés de caution. Ça coûte moins cher qu'une hypothèque. Si la société de caution nous dit non, on se retourne vers l'hypothèque. D'accord. Voilà. Et je reviens sur le dépôt à terme. Tu disais, tu n'as pas besoin d'assurance, d'essai, invalidité. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe finalement accident, la personne, drame, elle meurt. Qu'est-ce qui se passe on a pris un lien de garantie sur le dépôt à terme. Donc on prend le dépôt à terme, il sera clôturé. D'accord. Et puis on rembourse le prêt. Il en restera sûrement sur le dépôt à terme, ça reviendra aux héritiers. Ok. Donc voilà, mais le dépôt rembourse le prêt, il n'y a aucun risque. Ok, finalement c'est automatique quoi. Oui, je veux dire là la banque est garantie à 100%. Voilà, c'est très très simple comme fonctionnement. Parce que, justement, moi, ce que j'avais compris sur, par exemple, un système d'hypothèque où si vraiment tu as une assurance d'essai invalidité, c'est l'assurance qui paye le crédit. Oui. Alors, dans ce cas-là. Oui. Ouais. Alors, même si on est, c'est-à-dire j'ai le cash et on me prête et j'ai mis mon cash en garantie. Bon, voilà, c'est ce qu'on disait là, l'avance sur épargne. Ok. Mais rien ne m'empêche, si je veux, d'être assuré sur le décès aussi. Le client, il a le droit, même s'il garantit le prêt par du cash, il peut en complément aller voir un assureur et s'assurer pour le décès. Ouais, c'est pas là, ça sera tout bénéf pour lui. Hein. C'est pas incompatible. Ouais, oui, parce que ça sera tout bénéf, peut-être pas pour lui, mais pour ses descendants ou pour ses héritiers, oui. Ouais, si vraiment il veut prendre ses précautions. Voilà, s'il veut prendre ses précautions, qu'est-ce qui restera ? Il y aura une assurance décès qui remboursera le prêt, et puis le dépôt qui était en garantie, il sera toujours là. Donc ça veut dire que les héritiers vont récupérer la maison sans prêt plus le dépôt. Donc il peut prendre aussi à sa décision en garantie une assurance décès. Ah, ok. Voilà. Mais nous, elle ne sera pas obligatoire puisque le risque il est déjà couvert par le dépôt. D'accord. On ne peut pas l'imposer. C'est très clair. Voilà. Donc voilà comment ça fonctionne. Une petite question, on n'en a pas parlé. C'est vrai qu'une personne, on parlait de se loger pour sa résidence principale. En tant que premier achat, par exemple, il y a un système qui existe, le fameux prêt à taux zéro, qui peut être utilisé dans le cadre de sa résidence principale. Tu peux nous dire un mot dessus Oui, rapidement. Alors ça, c'est du prêt très spécifique. Ça concerne les primo-accédants, c'est-à-dire ceux qui font leur premier projet immobilier. Les critères sont réglementés.
Donc voilà, on pourrait parler longtemps du prêt à taux zéro, mais rapidement en synthèse, c'est un prêt réglementé. C'est un prêt qui va être en fonction des revenus de la personne, donc en fonction du lieu du projet. Et c'est un prêt sur lequel il n'y a pas d'intérêt. Voilà, donc comme il porte bien son nom, puisque on prête gratuitement finalement de l'argent, voilà. On rembourse petit à petit. Oui, voilà, c'est une enveloppe. Donc voilà. Mais attention parce que parfois cette enveloppe-là, elle est un peu limitée. On choisit pas les critères. Et chaque prêt à taux zéro est différent. Donc ça dépendra effectivement du niveau de revenu de la personne, de son apport, du lieu d'investissement. Et donc c'est un prêt qui est à notre disposition, qui n'est pas une obligation. On n'est pas obligé de le prendre, mais il est dans le panel pour financer. Mais généralement, en fait, il a des durées qui sont plus courtes que les durées de prêt. Donc parfois, il peut être un peu embêtant pour l'endettement. Parce que de mémoire, alors faudra revoir, mais là j'ai pas eu le temps de pratiquer encore ici. Mais de mémoire, c'est limité à 15 ans, donc ça veut dire que quand la personne doit emprunter sur 20 ou 25 ans, si elle prend son prêt à taux zéro, parfois il manque un peu de budget. Donc parfois il vaut mieux pas faire le prêt à taux zéro et puis être accompagné sur une durée un peu plus longue pour cette partie-là, qui permet d'avoir un peu plus de prêts à donner aux clients. Donc voilà. Mais bon, c'est un bon accompagnement. Hein. Oui, voilà, c'est bien d'en parler parce que là, tous les gens qui écoutent ce podcast peuvent se poser ces questions. Il y a tout un panel en fait de solutions. Ça fait partie des choses qui existent et ça peut quand même être un bon coup de pouce pour les gens qui veulent acheter leur résidence principale. Clairement. Il y a une partie où il n'y a pas d'intérêt. Et je dirais la personne à aller voir pour s'en signer, c'est la banque. Bien placée pour en parler. Nous, on a obligation réglementairement d'avoir tout ce qui est simulateur de prêt à taux zéro à jour. Et comme tu dis, attention parce que quelqu'un qui veut développer son patrimoine immobilier, par exemple, c'est des biens qu'on ne pourra pas mettre un locataire dedans ou on ne pourra pas le revendre comme ça. Il y a des règles en fait derrière qui sont un peu contraignantes. C'est clair. Faut avoir un peu cette vision court terme, puis à long terme, qu'est-ce que je fais aussi quoi. Clairement. Écoute, merci beaucoup pour tout ton partage d'expérience. Je te propose de passer aux 3 questions de fin d'épisode que je pose en fait à toutes les personnes qui réalisent un épisode du podcast. La première question, c'est est-ce que tu peux nous citer une référence qui t'a inspiré dans ta vie, soit dans le domaine de l'immobilier, soit dans ton parcours professionnel avec la banque. Souvent les gens peuvent citer un livre, une personne qui les a inspirés. Voilà, est-ce que tu peux nous... Oui, très bien. Moi, j'avais bien envie de citer un site internet qui est plutôt bien fait, qui s'appelle le journaldelagence.com. C'est un site immobilier destiné plutôt aux professionnels, mais qui fonctionne avec des thématiques et qui est très très lisible pour même des personnes novices dans l'immobilier et qui va donner des conseils sur le bon moment d'investir, comment est le niveau de taux actuellement. Donc c'est un outil qui est bien mis à jour. On retrouve pas mal d'articles à l'intérieur. De professionnels, parfois d'agences immobilières, mais aussi d'acteurs financiers. Donc j'invite les personnes qui s'intéressent un peu à l'investissement à parcourir ce site et à aller parcourir parce que il est assez riche quand même. Super. Et il fonctionne par thématique avec un moteur de recherche. Donc excellent. C'est plutôt bien fait. Bon, on va aller le voir. On va aller voir ce que ça donne. Ce que je vais te proposer aussi de nous partager un proverbe que toi t'aimes bien, une phrase inspirante. Ok. Alors moi j'en avais 2, plutôt une qui est personnelle, donc on peut pas dire que c'est le proverbe de quelqu'un d'autre. Mais j'aurais tendance à dire qu'il faudrait construire son propre patrimoine sans compter celui de ses parents. Ça c'est... Alors peut-être que nous on est parti un peu de rien et tout ça, et que donc moi ça m'est resté à l'esprit. Essaye toujours de faire par toi-même avant même que de compter sur une hypothétique je sais pas, transfert de patrimoine qui arriverait. Voilà. Donc ça c'est plutôt de l'expérience perso. Et pour être un peu plus dans la citation, j'ai une citation que j'ai notée, je me suis permis de noter. Qui nous dit clairement on ne bâtit pas sa maison avec des dictionnaires. Donc voilà. Je trouve que la citation elle est plutôt pas mal. Pourquoi ? Parce que c'est bien de faire son expérience et c'est en
en commençant à investir qu'on va se forger notre expérience dans l'immobilier, mais il n'y a pas de théorie, quoi. Donc il n'y a pas de théorie, et alors c'est René Malou qui citait ça, mais je trouve